Vous vous êtes toujours demandé comment documenter votre voyage, comment transmettre les émotions que vous avez vécues pendant un périple ou comment garder une trace des aventures que vous vivez? Eh bien, vous êtes sur la bonne vidéo. On vous parle en direct du Canada, notre 20e pays pendant notre tour du monde à vélo. Après plus de 20 000 km, on a fait plus de 30 épisodes YouTube, alors je peux vous dire qu'on s'y connaît. Et aujourd'hui, on va vous partager nos conseils qu'on a pour documenter une aventure à vélo ou en rando ou en extérieur. C'est parti, intro! On a tout quitté pour voyager à vélo. Nous, c'est Fiona et Brian et on vous emmène avec nous sur les routes du monde. Au programme, péripéties et apprentissages qu'on partage avec vous. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du bruit du gravier. Qu'elle soit de 1 ou 2 jours ou de plusieurs mois, pourquoi filmer son aventure? Eh bien parce que ça vous fera des souvenirs à vie et ça n'a pas de prix. Déjà, premièrement, peut-être égoïstement, mais si vous pouvez vous ramener des images, voire même un film de votre expérience, eh bien, vous en serez plus que reconnaissant dans quelques temps, quelques années ou même le week-end prochain. Mais aussi, si vous voulez partager ce que vous vivez, parce que souvent, ce qu'on vit, c'est tellement fort qu'on a envie de le crier au monde comment c'est bien. Eh bien, ici, vous trouverez toutes les réponses au matériel technique à utiliser pour une plus large diffusion, peut-être YouTube par exemple, comme nous avec nos épisodes. Et peut-être vous inspirer d'autres personnes à se lancer dans leur propre aventure et ça vaut de l'or. Donc que ce soit juste pour garder pour vous, que ce soit pour montrer à votre famille ou pour devenir une star internationale de vidéos YouTube, vous êtes au bon endroit pour savoir quel matériel multimédia prendre dans vos sacoches. Vous retrouverez dans les chapitres de la vidéo tous les éléments dont on parle et sous chaque objet qu'on présente, on vous met la référence. Et puis surtout, restez jusqu'à la fin puisque nous vous présenterons quelques bonus qui rendent notre voyage plutôt unique. Passons au vif du sujet en ce qui concerne la caméra qui est juste en face de moi et avec laquelle je suis en train de me filmer. Cette caméra, c'est une Sony A6700. Elle a une histoire un peu particulière. Elle a été achetée à Taïwan en remplacement de la A6500 que j'avais précédemment. Vous pouvez découvrir toute l'histoire avec l'épisode qui s'affiche ici en haut. C'était à Taïwan, il nous est arrivé quelques péripéties. Cette caméra, j'en suis très contente. Elle est super polyvalente. Elle a tout ce que je recherchais. C'est une APS-C, ce n'est pas un plat format, mais c'est parfait pour voyager puisque c'est plus compact et plus léger et moins cher. Je suis très satisfaite de cette caméra parce qu'elle présente des bonus que je n'avais pas avant sur l'ancienne. Par exemple, l'écran rétractable qui est très pratique quand vous vloguez. Elle stabilise également très bien. Et puis aussi, une chose qui n'est pas des moindres, c'est qu'elle a l'intelligence artificielle pour reconnaître les visages ou les animaux, par exemple. Et ça, c'est très pratique quand on filme un sujet et qu'on veut la mise au point au bon endroit. En plus, et pas des moindres, l'autonomie est bien meilleure qu'avant. On est passé sur un autre type de batterie et les batteries que j'ai actuellement sur le Sony A6700 sont parfaites. On tourne avec seulement 2 batteries et c'est franchement bien assez. C'est très rare que j'arrive au bout des 2 batteries. À noter que la carte mémoire est aussi très importante dans cet appareil puisque pour faire des ralentis, une option que j'utilise assez régulièrement, eh bien il fallait avoir une carte SD V90. Donc je tiens à le préciser, si ça vous intéresse, faites attention avec ça. Actuellement, on a une carte mémoire de 128 Go et je peux vous dire qu'on est très large. Je pense que j'ai une autonomie d'environ plus de 4 heures de film. En ce qui concerne la vidéo, je filme en 1080p. Ça, c'est un choix, c'est surtout un choix de poids dans les disques durs. Je reviendrai après comment on utilise et on stocke nos vidéos et nos photos. La 4K, le problème, c'est que c'est très volumineux et lourd et on ne se voyait pas filmer pendant plus d'1 an en 4K. Ça aurait été un peu trop compliqué logistiquement pour enregistrer tous ces fichiers. En ce qui concerne les objectifs, on a décidé de partir avec 2 objectifs. Celui que j'ai en face de moi, c'est un 56 mm f1.4 de chez Sigma. On en est plus que content. On l'avait déjà avant de partir. Il est juste parfait pour faire des gros plans, pour faire des portraits. Il a un flou d'arrière-plan juste somptueux. Il est méga lumineux, évidemment, avec son f1.4. À la maison, on avait de la même gamme le 30 mm 1.4 et il a été très difficile de choisir entre l'un et l'autre.
On est parti finalement avec le 56, on en est très heureux. Et vraiment, si vous souhaitez aussi faire de la photographie de rue ou du reportage, il est très très qualitatif. Le piqué est juste somptueux et ça fait plaisir de l'utiliser autant en photo qu'en vidéo. Le second objectif que j'ai présentement dans mes mains, c'est un Sony 1670. C'est celui qu'on utilise pour vlogger. Il est à f4, donc ça va très bien. Il est assez lumineux, pas top en basse lumière, mais voilà. Il est surtout très polyvalent, comme son nom l'indique, un 1670. Vous pourrez à la fois vlogger, mais à la fois aussi zoomer, et ça, c'est super important. C'est d'ailleurs avec celui-ci qu'on fait la plupart des plans fixes que vous voyez dans nos épisodes YouTube où on va poser le trépied à côté de la route. Petite astuce très très utile, cette petite cordelette qui relie le cache à l'objectif pour pas le perdre. Alors pas dans ce voyage, mais avant ça nous est arrivé de perdre un cache dans la neige quand on faisait de la raquette en Suisse. Je peux vous dire que c'est pas très agréable de devoir retourner plusieurs kilomètres pour retrouver le cache. Donc avec ça, vous avez aucun problème puisque vous collez la ficelle au cache et ça reste sur votre objectif. C'est vraiment utile. Ça prend pas de place. On se demande pas dans quelle poche j'ai mis le cache, où c'est que j'ai posé le cache. On s'énerve parce qu'on a perdu le cache. Non, 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 ça c'est fini. Votre cache, vous ne le perdez plus et ça fait plus aucune dispute. Deux autres accessoires qu'on utilise également beaucoup. Il s'agit de la sangle pour l'appareil photo. C'est super pratique, c'est une Peak Design. On peut la plugger et l'enlever très très facilement et ça, je peux que vous la conseiller. Dernier petit accessoire qu'on a également acheté en route après avoir changé d'appareil, c'est la télécommande Sony. Et ça nous a complètement changé la vie. Je vous explique. Pour faire des photos de nous avec le trépied, eh bien c'était très difficile parce qu'on avait un retardateur que de 10 secondes. Donc je vous laisse imaginer la scène de poser le trépied, de cliquer REC et en fait de devoir courir au vélo en 10 secondes, se placer comme il faut, être au bon endroit où on voulait être et faire une photo. C'était très 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 compliqué. Grâce à cette petite merveille maintenant, c'est le paradis. On place le trépied, on est tranquille et on peut utiliser cette télécommande autant en photo qu'en vidéo pour prendre nos clichés. La portée n'est pas énorme mais elle est suffisante et ça permet d'avoir des compositions bien meilleures qu'avec un retardateur de 10 secondes. Et tout ça, vous vous demandez certainement où on le range et comment on voyage avec. Eh bien, tout ça, ça va dans notre sacoche de guidon. Et elle a juste la taille parfaite puisque avant de partir, j'avais cette petite sacoche pour l'appareil photo. Et quand je vous disais qu'un APS-C, c'est bien parce que c'est un modèle réduit et compact, eh bien, dans cette sacoche, j'arrive à mettre mon appareil photo, le deuxième objectif, ma deuxième batterie et même d'autres cartes mémoire, des adaptateurs et aussi la petite lingette pour nettoyer l'objectif. C'est le combo parfait pour avoir votre matériel sécurisé pendant que vous roulez et surtout pour pouvoir le sortir très très facilement quand vous êtes en route. Et ça, c'est une chose très importante que j'aimerais rappeler, c'est que votre matériel doit être facile d'utilisation et accessible, sinon vous n'allez pas le sortir. En plus d'une caméra, on peut que vous recommander d'avoir d'autres moyens de filmer votre aventure pour être sûr de faire des vidéos très dynamiques. Car seulement avec une caméra ou seulement un téléphone, vos vidéos risquent de manquer un peu de dynamisme et donc elles seront peut-être un petit peu moins intéressantes à regarder. Pour s'assurer le fait que vous puissiez passer des bons moments et que vous puissiez découvrir le monde sous plein d'œils différents, on a opté pour avoir une caméra, une GoPro et un drone en plus du téléphone portable que tout le monde a dans sa poche. On va commencer avec la GoPro. La GoPro, c'est facile, ça s'utilise très simplement et on en est très content malgré qu'il existe aujourd'hui plein d'autres variantes. Donc pourquoi on a choisi GoPro? Simplement parce qu'on a eu une bonne offre. D'ailleurs, on était parti sans la GoPro. C'est à mi-chemin avant de quitter la Suisse qu'on s'est décidé finalement de prendre une GoPro et par chance, il y avait une offre sur internet qui était très intéressante et on est parti avec une GoPro et 2 batteries de recharge. À l'heure actuelle, je dirais que 2 batteries, c'est un petit peu beaucoup parce que la GoPro, elle a quand même une très bonne autonomie. Donc, sûrement que 2 batteries seraient totalement suffisantes. Et avec ceci, au fur et à mesure que l'aventure a avancé, on a remarqué que le son n'était pas des plus intéressants. Donc, on a finalement opté par un petit kit cinéaste qu'on a trouvé par chance en Corée du Sud. On a ajouté un genre de petite perche à selfie qu'on peut utiliser très bien comme trépied. Et avec ce combo-là, la GoPro devient très très intéressante. Sans parler qu'on peut l'utiliser aussi sous différents angles. Dans les paramètres, on peut aller changer
le degré de film. Donc on peut avoir un très grand angle de vision, ce qui est souvent un peu appelé fisheye, qui déforme quand même pas mal le paysage. On utilise plutôt un mode qui est plutôt linéaire et à ça on filme tout en 1080p. Au fur et à mesure de l'aventure, on a aussi découvert qu'il n'y avait pas que GoPro. Aujourd'hui DJI font un très bon produit et on a surtout aussi découvert la DJI Osmo Pocket qui aurait aussi très bien fait le travail, surtout quand on faisait des randonnées. Elle utilise la gimbal d'un drone et du coup les vidéos sont plus stabilisées, la qualité d'image serait bien meilleure. Le seul souci c'est que c'est un petit peu moins étanche. Donc quand on est à vélo, quand on veut essayer de filmer un petit peu pour montrer aussi qu'il pleut, parce que c'est pas tous les jours sous le soleil qu'on filme, la GoPro ou une action cam de chez DJI fera aussi très bien l'affaire car elles sont les deux étanches et elles filment très bien en cas de mauvais temps. Donc pour la GoPro, là vous voyez bien qu'on a mis le kit cinéaste avec le petit mousse puis le microphone. Ça vous donne accès à pas mal d'autres petits avantages. Vous pouvez même fixer des éléments puisqu'il y a des petits slots sur les côtés. Du coup c'est assez cool d'avoir ce boîtier cinématographique. Et à ça, ce que je vous disais avant, on a la possibilité d'avoir cette petite perche à selfie qui peut être transformée en trépied. C'est un élément qu'on utilise assez souvent, surtout pour se filmer quand on est au restaurant, dans un petit bar ou vite fait discrètement pour partager un petit peu la vie de tous les jours. Et à ça, il y a un autre petit objet qu'on nous demande souvent ce que c'est la pince. Elle vient se crocher à l'avant du vélo et ça me permet de venir mettre la GoPro à l'avant du vélo et de nous filmer dans les descentes parce que je vous le déconseille déjà d'avance. 50 à l'heure avec 50 kg de bagages, une GoPro dans les mains, il n'y a pas pire pour faire un accident et rentrer à la maison plus vite prévu. Et en plus de ça, puisque c'est une pince, je vous laisse imaginer que vous pouvez la pincer n'importe où. Donc ça remplace le GorillaPod comme on avait au début du voyage. On utilise aussi cette pince que j'ai fixée sur le trépied et ce petit accessoire qui vient pincer son smartphone. Donc le tout est parfaitement compatible et du coup on peut faire des plans doubles quand on fait un plan fixe sur le bord de la route où on passe à vélo ou on doit revenir chercher l'appareil photo. Mais aujourd'hui on les double, on le fait une fois avec le téléphone et une fois avec la caméra et ça nous donne deux plans en un, des plans vidéo pour YouTube et aussi faire des reels en même temps avec le téléphone. Donc c'est vraiment pratique. Il ne serait pas le moment d'avoir des plans un peu vraiment différents avec une vision un peu plus aérienne de tout ça? Ben oui, qu'est-ce qu'on a fait avant de partir? On a quand même fait les deux une licence pour piloter un drone, histoire d'être en ordre en termes de paperasse. Et c'est pas très compliqué à faire, ça prend quand même une petite semaine, des petits cours du soir. C'était gratuit à l'époque, j'espère que c'est toujours gratuit aujourd'hui. Et ça permet de voler avec des drones de la classe A1 et A3. Comme ça, vous pouvez filmer à peu près où vous en avez envie, d'où un peu tous les plans qu'on a pu faire, comme on le voulait, comme on le souhaitait, car on était tranquille au niveau de la licence. Ensuite à ça, on utilise le drone DJI Mini 3 Pro. Pourquoi on a choisi le DJI Mini 3 Pro? Parce que c'est un drone qui fait moins de 250 grammes et qui veut dire moins de 250 grammes, veut dire plus simple à piloter et on a le droit de le piloter à plus d'endroits qu'un drone qui serait plus lourd. Je peux vous le dire, voler avec un petit drone comme le DJI Mini 3 Pro, même le 4 Pro aujourd'hui, parce que forcément entre le moment où on est parti et le moment où on va rentrer et qu'on filme cette vidéo, tout le matériel a évolué, a changé. Mais disons qu'à partir du 3 Pro, vous avez un drone qui sort des vidéos de très bonne qualité, qui vole pendant presque 30 minutes, sans vous mentir. Franchement, je peux vous dire que Fiona, elle en passe du temps à attendre quand je filme des heures et des heures des paysages pour être sûr qu'elle ait assez de plans pour pouvoir faire de très beaux montages vidéo. D'ailleurs, après avoir utilisé autant longtemps le drone, j'ai remarqué que le drone avec la télécommande qui a l'écran intégré, ça serait quand même un très bon bonus, ça serait un meilleur confort que de toujours plugger son téléphone dessus. Après tout, les deux fonctionnent très bien, c'est surtout une histoire de confort. Et en plus de ça, l'autonomie de la télécommande est très bonne, je la charge rarement. Les petites choses que j'ai vues qui se sont dégradées sur le drone après autant d'heures de vol, c'est les batteries. Les batteries, elles ont quand même été utilisées passablement de fois et je vois qu'avec le temps, il y a deux batteries qui commencent un petit peu à diminuer en capacité. Mais puisqu'on avait 30 minutes au départ, après un an, il nous reste quand même, je pense, bien 80-90% de la batterie, ce qui est toujours parfaitement suffisant pour voler. Il n'y a rien à dire. Très bon matériel, qualité vidéo au top, qualité de la transmission très bien, sauf quand il y a des antennes. Faites attention, quand il y a des antennes téléphoniques pas très loin,
ça perturbe pas mal le signal quand même. On a changé une fois les hélices parce qu'on a commencé de voir des petites vagues apparaître sur certaines images et en changeant les hélices, ces vagues ont disparu, donc tant mieux. Mais il faut vous rappeler qu'il y a plus de 700 heures de vol avec le drone, donc forcément il y avait des pièces qui devaient un peu s'user. Encore une chose qui s'est détériorée sur le drone, sur les batteries, il y a des clips sur le côté. Et ces clips, ils sont vraiment faits en plastique. C'est vraiment le truc le plus cheap qu'il y a sur ce drone. C'est les petits clips qui servent à clipper la batterie dans le drone. Et ces petits clips, avec le temps, ils ont tendance à se fissurer. Donc, s'ils se fissurent, ça veut dire que votre batterie, elle pourrait coulisser en dehors du drone, en plein vol. Et pour ça, j'ai trouvé une petite parade sur n'importe quel site internet que vous aimez utiliser. Vous allez trouver ce petit objet en plastique qui vient se clipser à l'arrière du drone, très simplement. Et du coup, ça rajoute, allez, même pas un gramme au drone, ça change rien du tout sur l'autonomie, ça change rien du tout sur le confort de vol, mais au moins, vous vous assurez que vos batteries ne tombent pas. Parce que le problème des clips, apparemment, il est connu chez DJI, mais il n'est pas pris sous garantie. C'est un peu dommage. Avec ça, vous serez tranquille. Et du coup, dessus, pensez à coller votre licence de pilote de drone. Comme ça, si une fois vous avez un souci, vous pouvez au moins montrer que vous êtes licencié. Et puis pour le transport, une petite astuce peut-être, le drone était livré de base avec ce petit mousse. Je vous conseille de le garder pour le mettre entre la gimbal et le drone pour que quand vous serez à vélo, il y a beaucoup de vibrations et du coup, avec le petit mousse, ça empêche que la gimbal parte dans tous les sens et tape tous les coins du drone. On peut vous le confirmer, 20 000 km, le drone vole toujours, aucun problème particulier à part ceux qu'on a cités, qui sont finalement plus des traces d'usure que des problèmes liés au voyage. Et sinon, tout le reste, ça fonctionne parfaitement. À vous de choisir pour partir, mais dans tous les cas, avec ce drone, vous ne vous trompez pas. Passons à l'audio parce que c'est super important, c'est bien meilleur que le simple audio qui est dans votre appareil. Au départ, on est parti avec les microphones DJI, la première version qu'ils ont sortie. Ça permet d'avoir 2 micro-cravates. L'idée de base, c'était de vlogger avec ces micros. C'était vraiment pas la meilleure idée, malheureusement. Puisque pour vlogger, il fallait brancher un câble jack. Malheureusement, le tout était très fragile. On a cassé plusieurs pièces sur ce modèle. C'est pas la solution idéale. Par contre, la version 2 qu'ils ont actuellement sortie a l'air bien plus compatible avec les appareils vidéo-photo. C'est peut-être pas les meilleurs micros pour vlogger, mais par contre, pour les utiliser en micro-cravate comme actuellement ou alors enregistrer un bruitage, eh bien ils sont très pratiques. La boîte que vous voyez entre mes mains est plutôt petite et elle contient même 2 micros. Elle prolonge également l'autonomie de ces 2 micros. Elle a des adaptateurs autant pour aller sur un appareil photo que par exemple sur un iPhone. D'ailleurs, ça m'est arrivé plusieurs fois de pouvoir faire des voix off avec ce micro en passant par l'iPhone. Donc pour ça, je ne regrette pas de les avoir, je les utilise toujours actuellement. Sans compter qu'avoir 2 microphones pour faire des interviews ou alors enregistrer du son en stéréo, eh bien c'est très pratique. Donc si vous voulez pousser un peu la chose, je ne peux que vous les recommander. Je vous ai dit que ce micro-là n'était pas adapté pour faire du vlog. Alors qu'est-ce qu'on a utilisé? Eh bien, arrivé en Corée, on s'est dirigé vers le microphone Sony. Et là, je peux vous dire que ça change la vie. Alors certes, on ne peut pas le stocker avec le micro dans la sacoche de guidon, mais il se branche très facilement à la prise flash de l'appareil photo et il est très pratique pour vlogger, il n'y a pas besoin d'autre chose. On a plusieurs options à l'arrière de ce petit micro, telles que la filtration du bruit. Est-ce qu'on veut un micro bidirectionnel, unidirectionnel, omnidirectionnel? Pour ceux qui s'y intéressent, c'est très intéressant. C'est des petits paramètres très simples qui vous permettent soit de capturer le son qu'il y a uniquement devant le micro ou alors le son qui est autour du micro, donc à l'avant et à l'arrière. Petit exemple très concret, si par exemple je filme Brian et que je lui pose une question et qu'on a une conversation ensemble et puis que je veux moi qui parle à l'arrière de la caméra et lui qui parle devant la caméra, eh bien je vais changer l'option de ce petit bouton. Ce qui est aussi très pratique, c'est qu'il y a une option pour ne pas faire saturer le son. Vous pouvez mettre en auto et là, ce que vous direz ou si vous avez des gros bruits dans la rue, ce ne sera pas saturé. En plus de ça, le micro vient avec une petite bonnette qui protège du vent. C'est nickel. Franchement, si vous voulez faire du vlog, je ne peux que vous recommander ceci.
Dans ce chapitre, on va encore vous expliquer comment on stocke de l'électricité et comment on stocke nos vidéos. Parce que c'est deux moyens de stockage et c'était pas mal d'en parler les deux en même temps. Côté stockage, batterie externe. Il n'y a rien de mieux. Une bonne batterie externe de 20 000 mAh. Nous, on utilise la marque Anker. On en est vraiment content. Et en plus de ça, il est vraiment solide. Il tient vraiment le coup. Depuis le début de l'aventure, on a le même matériel. Deux batteries, parce qu'on en a deux, une chacun. C'est vraiment pratique d'avoir chacun sa batterie de 20 000 mAh. Je ne prendrai pas moins de 20 000 mAh parce que c'est vite consommé, 20 000 mAh. Ensuite à ça, il y a toujours la discussion, avoir une dynamo sur son vélo ou avoir un panneau solaire. Perso, il n'y a aucun des deux systèmes qui m'ont convaincu. Autant la dynamo pour son entretien et le peu d'énergie qu'elle va dégager pour recharger une batterie de 20 000 mAh. Et le panneau solaire, c'est un grand sujet. Dites-le moi en commentaire si je me trompe. J'ai vraiment hâte de découvrir vraiment un panneau solaire ou une très bonne dynamo qui peut recharger une batterie de 20 000 mAh en une journée. Ça serait vraiment la grande classe si on pouvait avoir quelque chose qui fonctionnait très bien. Pas un truc qui fonctionne bien sur le papier parce que ça, ils sont dans les deux domaines très forts. Mais aucun des deux en réalité ne fonctionne autant bien que sur le papier. Même pour tous ceux qui regardent la vidéo, regardez en commentaire, est-ce qu'il y a des gens qui ont partagé un bon panneau solaire ou une bonne dynamo pour son vélo? Ça serait vraiment très chouette pour pallier à ce problème de recharger les batteries en voyage parce que c'est quand même un sujet à discuter. Nous, ça va parce que le maximum qu'on a fait, c'est 5 jours sans avoir accès à l'électricité. Et 5 jours avec tout le matériel électronique qu'on a, c'était suffisant d'avoir juste de batterie électronique. Mais pour ceux qui font du voyage où ils font plus de bivouac, plus d'aventures, je pense que ça va être limité et ça serait quand même pas mal de pouvoir avoir une autre source d'électricité telle que le panneau solaire ou la dynamo pour pallier à ce problème. Comment stocker toutes ces images dans le voyage à vélo, dans le voyage en général. Tout voyage qui va durer quand même passablement longtemps, ça va être difficile de tout stocker. Donc pour ça, on a trouvé assez simplement les petits disques durs de chez SanDisk. On a pris des disques durs de 2 Tera, comme ça on en a plusieurs. Ça permet que si un jour il y a un problème avec un des disques durs, on ne perde pas tout. Et ces petits disques durs, ils ont l'avantage d'être étanches, d'être solides, de résister aux vibrations. Et je peux vous dire que dans les sacoches de vélo, ils en ont ramassé de toutes les couleurs, sauf en termes d'humidité, parce que les sacoches sont parfaitement étanches, ça c'est un très bon point. Mais en termes de vibration, il y en a quand même pas mal, et les disques durs, nos 3 disques durs fonctionnent très bien. Pour en avoir 3, donc ça veut dire 6 Tera, donc imaginez-vous que les 3 sont bientôt remplis, et qu'on filme en 1080p et pas en 4K. Donc si on filmait en 4K, on aurait sûrement 3 fois plus de disques durs à stocker avec nous. Il y a une autre partie aussi pour s'assurer qu'on ne perde pas tous nos souvenirs de voyage, on a essayé le cloud, donc on utilise un cloud suisse, K-Drive. Ça permet quand même de stocker à distance, d'avoir accès à distance à toutes ces informations. Mais le problème, c'est les connexions Wi-Fi. On n'a pas toujours des très bonnes connexions Internet un peu partout dans le monde. Et ça ralentit drôlement la sauvegarde en ligne. Par exemple, toutes les photos, c'est facile à sauvegarder sur un cloud. C'est quand même moins lourd qu'une vidéo. Ça permet au moins de garder tous les clichés, quoi qu'il arrive durant votre aventure. Toutes vos photos sont sauvegardées à distance et vous les retrouverez en rentrant ou à n'importe quel moment de votre voyage. Pour les vidéos, les stocker dans un cloud, ça va être un gros challenge parce que ça fait quand même des gros paquets de données à charger. Si vous avez des bonnes connexions Internet, ça va aller, sinon ça va être un petit peu plus dur. L'autre avantage, c'est qu'ils sont en USB-C, on le sait bien aujourd'hui. L'USB-C, c'est le nouveau standard et ce nouveau standard permet d'être connecté à un iPad grâce à un hub USB. Et ça, c'est une sacrée révolution dans le domaine du montage vidéo, du traitement de vidéo. C'est qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de se balader avec un ordinateur. On peut se balader en voyage avec un iPad et faire tout le traitement photo et même les montages vidéo sur un iPad ou une autre tablette. J'imagine qu'il existe d'autres tablettes tout autant puissantes qui permettent les mêmes avantages. Mais le tout, c'est que avoir un ordinateur dans ses sacoches, c'est quand même fragile, c'est quand même lourd, c'est quand même plus coûteux et ça serait quand même dommage d'endommager un ordinateur dans un voyage à vélo alors qu'on aurait pu tout faire ça avec une tablette qui prend pas de place. Bon, et bien maintenant qu'on a toutes ces images, il faut bien en faire quelque chose. Et puis ce quelque chose, eh bien ça se passe sur l'iPad pour nous. Si vous souhaitez monter vos vidéos et avoir un résultat, un petit film ou un épisode ou simplement un souvenir que vous souhaitez garder, eh bien on vous conseille vivement de monter tout ça, de prendre tous vos plans, de les mixer et d'en faire un montage. En ce qui nous concerne, nous on fait des épisodes YouTube et pour faire ça en voyage, en itinérance, on utilise ce que j'ai devant moi, rien de plus. Il s'agit d'un iPad Pro. La petite astuce, c'est d'avoir une protection qui vous fournira au moins 2 positions pour utiliser l'iPad. En ce qui nous concerne, on peut faire comme ceci et avoir l'iPad debout devant nous. Ou alors, quand je fais les miniatures YouTube, j'ai plutôt tendance à pouvoir
l'utiliser ainsi plus bas. C'est très pratique. Pour compléter ce setup, on a un petit clavier Logitech. Il est vraiment très mince, très léger et très pratique. Un autre élément dont je ne me séparerai pas, c'est le pencil d'Apple qui est très pratique pour travailler sur le logiciel de montage, mais aussi pour faire les miniatures. En plus de ça, on ne travaille pas toujours dans des endroits très calmes. On travaille où on peut. Et grâce à ces écouteurs de chez Bose, mais après vous pouvez prendre des écouteurs de n'importe quelle marque, ça permet d'avoir une fonction qui réduit le bruit autour de moi et je peux plus me focaliser sur mon travail. Maintenant, vous vous demandez certainement comment monter une vidéo YouTube. Eh bien, grâce à Setup et au logiciel LumaFusion, je monte tous les épisodes YouTube que vous êtes en train de regarder. C'est très pratique, c'est peut-être pas le meilleur des logiciels. J'ai eu quand même pas mal de bugs système qui nous ont pas mal ralenti et qui parfois nous ont même reporté la sortie de certaines vidéos. Mais une fois qu'on l'a en main, c'est ok. À savoir qu'il y a un autre logiciel qui s'appelle DaVinci Resolve qui pourrait être très bien utilisé sur l'iPad, qui d'après certaines personnes est très chouette à utiliser. Je ne peux pas vous dire parce que je ne l'ai encore jamais utilisé, mais ce serait un choix à considérer entre DaVinci Resolve et LumaFusion. Peut-être vous aussi qui nous regardez, vous avez un logiciel favori, eh bien vous pouvez le mettre dans les commentaires, ça aidera sûrement d'autres personnes. Que serait une vidéo sans musique aussi? Je tiens à le préciser, la musique c'est super important sur une vidéo, autant que les bruitages aussi. Donc si vous voulez donner un peu de relief à vos vidéos, je vous conseille énormément d'utiliser des musiques. Après, tout dépend de votre but. Si votre but c'est de faire des vidéos juste pour vous, que vous diffusez à votre famille devant la télé ou autre, vous pouvez utiliser des musiques qui ne sont pas libres de droit, tant que vous ne les postez pas sur internet, si ça reste dans un cercle privé. Par contre, si vous comptez aller sur YouTube, Instagram, TikTok, peu importe, vous êtes obligé d'avoir les droits de la musique. Ou si vous prenez la bibliothèque qui est à disposition, par exemple, je pense à des formats beaucoup plus courts comme les shorts, le TikTok ou les reels. Maintenant, je parle plus spécifiquement de notre cas, donc on fait des épisodes YouTube qu'on publie sur la plateforme. Et bien là, vous êtes obligé d'avoir des musiques libres de droit. Donc vous pouvez en trouver des gratuites qui sont plutôt lambda, je dirais, ou alors des un peu plus poussées grâce à des bibliothèques de musique libre de droit dont vous devrez payer un accès, que ce soit au mois ou à l'année. Nous, on a décidé d'utiliser Epidemic Sound. On est très content avec ce choix, mais je sais que d'autres personnes utilisent par exemple Artlist et il doit sûrement exister d'autres plateformes. N'hésitez pas à nous les mettre en commentaire si vous avez d'autres recommandations. Mais sachez que la musique, ça va vraiment relever le niveau de vos vidéos et ajouter un relief à votre vidéo. Et c'est ainsi comme ça que vous pourrez passer l'émotion que vous avez vécue dans votre propre aventure au spectateur qui regardera votre vidéo. Une fois que ma vidéo elle est prête, il manque une chose pour la poster sur YouTube. Il manque la fameuse miniature, celle qui donnera envie de cliquer à l'internaute sur notre vidéo. Et puis pour ça, on utilise le logiciel Procreate. Il est payant mais une seule fois et il est vraiment très bien. En plus, si vous vous intéressez au dessin sur tablette, il est vraiment top du top. Les possibilités sont énormes. Personnellement, pour faire les miniatures en voyage, il me convient très bien. Pour faire ça, j'utilise bien sûr le crayon d'Apple et ce petit accessoire. Vous vous demandez ce que c'est, hein? Eh bien, ce petit accessoire, c'est un gant à 2 doigts. Ça permet de pas en fait faire bouger l'écran ou dessiner malencontreusement avec ses autres doigts quand on les pose sur la tablette. Ça paraît pas grand chose, mais c'est un détail vraiment chouette. Si vous vous mettez à utiliser Procreate, je vous le recommande vivement, surtout que vous trouverez ça assez facilement et pour pas cher. Une chose qu'on ne vous a pas parlé et qu'on ne voit pas forcément mais qui nous est aussi très utile, c'est ce petit smartphone ici. Autant Brian que moi, on a un iPhone 12 Pro et on en est pleinement content. Ça nous permet de publier sur les réseaux sociaux, mais aussi d'enregistrer et de monter des vidéos de format plus court qui sont principalement des reels et des shorts pour YouTube et Instagram. Franchement, même si vous n'avez pas une tablette, travailler sur un iPhone, ça fait le taf. J'utilise plus particulièrement CapCut, qui est l'application de montage de TikTok. La plupart des options basiques sont gratuites. Jusqu'à peu, on pouvait faire la génération de sous-titres automatiques gratuitement. C'était le rêve. Actuellement, ce n'est plus possible sans l'abonnement, malheureusement. Donc, si un d'entre vous a peut-être une option pour générer automatiquement des sous-titres sur des réels ou des shorts, eh bien, je suis preneuse. Vous pouvez le mettre en commentaire. Parfois, ça nous arrive également de filmer des séquences à l'iPhone quand, pour quelque raison que ce soit, on n'a pas l'appareil photo sous la main ni la GoPro ou alors que c'est pas assez lumineux, eh bien on sort l'iPhone. Le seul truc à penser, c'est qu'il faut bien filmer
à la même fréquence d'image que sur vos autres appareils. Donc en l'occurrence, nous on utilise du 25 images par seconde. Pensez bien à le régler sur votre iPhone quand vous faites ce genre de petites séquences. La compatibilité sera ainsi parfaite. Maintenant qu'on vous a présenté tout notre équipement multimédia qu'on avait dans nos sacoches, on va quand même juste vous donner la petite astuce de comment garder tout ça en vie et de pouvoir le recharger assez rapidement partout où vous serez dans le monde. Donc premièrement, on vous conseille d'avoir un chargeur avec 4 ports USB. Là, on a 2 ports USB classiques, 2 ports USB-C et un hub comme ça pour recharger 4 appareils simultanément. C'est vraiment pratique. Ça évite d'avoir des chargeurs dans les 4 coins de la pièce et de vous en oublier la moitié après votre première nuit d'hôtel en voyage. Donc un seul chargeur, celui-ci, il y en existe d'autres modèles forcément, mais 4 ports USB pour charger 4 appareils simultanément, c'est vraiment pratique. À ça, on a changé le câble qui était fourni avec pour mettre un câble électrique 230 volts qui fait environ 2 mètres de long. C'est vraiment bien. Vous pouvez peut-être prendre un câble de 3 mètres, mais 2 mètres de long, ça permet de toujours atteindre une prise électrique depuis la table ou le bureau de la chambre d'hôtel ou du café où c'est que vous arrêtez de travailler. Le combo parfait pour charger. Ensuite à ça, nous, on avait la prise 2 pins. La plupart des pays européens ont ce même modèle-là, 2 pins, excepté quelques pays comme l'Amérique où ça ne sera pas des pins rondes mais ça sera des pins rectangulaires. Donc on vous conseille ce petit adaptateur tout simple où vous venez brancher votre câble traditionnel européen pour le transformer en câble américain. Un petit accessoire pratique à avoir en voyage afin de recharger dans le monde entier. Et le deuxième qui était un petit peu surprenant, qu'on ne s'attendait pas trop à voir, c'était en Malaisie. En Malaisie, on s'est retrouvé à avoir des prises électriques telles qu'on les trouve en Angleterre. Donc on a dû acheter celui-ci d'accessoire qui est un peu plus grossier, mais au moins il nous a permis de recharger partout. Sur les 20 pays qu'on a fait, c'est tout ce qu'on avait besoin. Du coup, tout le matériel des câbles et chargeurs, on le range à un seul endroit. On a cette petite pochette où dedans on a mis tous les câbles USB qu'on peut trouver sur le marché. Donc du USB classique, du mini, du USB-C, du Lightning, enfin la totalité de ce que vous aurez besoin un câble, on le range là-dedans avec le chargeur et du coup il y a tout ça à un seul endroit et ça c'est aussi très pratique. De bien ranger vos affaires durant votre voyage, c'est le secret pour ne rien perdre et d'avoir toujours les bonnes choses au bon moment, au bon endroit. Donc avec ça, vous savez tout ce qu'il vous faut pour filmer, pour créer, pour faire du contenu durant votre aventure et on peut vous donner qu'un seul conseil, c'est allez-y. Filmez, faites des photos, découvrez par vous-même ce qu'on peut faire. Les premières vidéos ne seront pas forcément les plus belles. Avec le temps, à force d'utiliser le matériel, à force d'utiliser la caméra, à force de voler avec le drone, on apprend à s'améliorer, on commence à comprendre comment ça se manipule, on trouve des petites astuces. Il y a plein de choses qui s'ouvrent tous les jours en utilisant le matériel, mais il faut vraiment l'utiliser. C'est pas en regardant des vidéos YouTube que vous allez être le meilleur vidéaste au monde, mais ça vous donne au moins les clés, la meilleure façon d'y arriver et de faire des magnifiques plans vidéo. C'est de pratiquer, donc allez-y, faites de la vidéo. De toute façon, il n'y a pas de pellicule, c'est une carte mémoire. On peut facilement tout effacer sans devoir faire développer quoi que ce soit et de voir le résultat des semaines plus tard. Alors profitez-en pour faire un max de shots, pour faire des vidéos les unes plus belles que les autres. Donc en plus de ça, on va quand même vous partager comment est la vie de tous les jours avec l'appareil photo, le drone sur le terrain. Donc l'appareil photo, c'est assez facile, il n'y a pas de secret à ça. Pour faire des plans fixes où on est les deux sur le vélo, il va falloir prendre un trépied, faire 100 à 200 mètres, juste déposer le trépied et la caméra, appuyer sur REC, repartir, repasser devant la caméra et surtout ne pas oublier d'aller la rechercher. Donc ça, c'est déjà une base, ça prend quand même pas mal de temps de trouver le bon endroit, de trouver le bon angle et d'essayer de faire ça quand il n'y a pas trop de monde pour que ça soit pas dérangeant sur les pistes cyclables ou les chemins que vous empruntez avec vos vélos ou même en rando, hein, on a fait ça même souvent à pied. On pose la GoPro un petit peu plus haut sur le chemin, on se filme, on passe devant, on la récupère et on repart. Donc ça, c'est un truc assez simple, mais qui prend juste un peu beaucoup de temps. Deuxièmement, le drone, ça décolle plus ou moins partout. Faites attention quand même. Le drone, en principe, si vous n'avez pas le droit de voler, DJI a été très malin sur ce sujet-là. Ils ont mis des zones de no flight et du coup, votre drone ne décollera simplement pas. La GoPro, c'est simplement à utiliser quand bon vous semble. N'hésitez pas à la sortir à n'importe quel moment. Ça sera l'occasion de filmer des images qui sont vraiment authentiques. Deux objets super pratiques quand même en voyage.
peu importe de comment vous voyagez, mais ces deux objets-là sont vraiment très cool. Le premier, c'est les écouteurs à conduction osseuse de chez Shokz. On en a essayé toute une ribambelle dans les shops au Japon. On a eu la chance qu'ils étaient tous exposés et le seul qui sortait vraiment du lot, c'était les Shokz. Vraiment une bonne qualité audio qui sort de là, donc ça on en est vraiment content. Et personnellement, écouter de la musique en faisant du vélo, c'était pas trop mon kiff, mais grâce à des écouteurs, ça me permet vraiment d'apprécier, d'avoir un peu de musique sur les routes et ça c'est cool. Et la deuxième, c'est la Kindle. Je vous dis Kindle, mais en fait, compte, c'est une liseuse. Une liseuse, ça remplace n'importe quel livre. Nous, on était parti avec 4 livres en papier et ça, c'était pas le bon plan du tout parce que déjà, c'est lourd et deuxièmement, 4 livres, c'est relativement vite lu. Alors qu'avec la liseuse, vous pouvez lire pas mal de livres et le truc qui a été cool, c'est qu'on a pu échanger des livres avec d'autres voyageurs numériquement. C'est franchement trop cool. Et en plus, il y a une bonne autonomie, c'est costaud, il y a le rétroéclairage, donc dans la tente, il n'y a pas besoin d'avoir la lampe de poche sur le front pour faire de la lecture. C'est beaucoup plus agréable pour les yeux. Et autant vous dire que si malgré une journée de vélo, une journée de randonnée, vous n'êtes pas assez fatigué et vous n'arrivez pas à vous endormir, quelques pages d'un livre, il n'y a rien de tel pour dormir. Et bien voilà, il semblerait qu'on est arrivé au terme de cette vidéo. On espère que vous avez trouvé les réponses aux questions que vous vous posiez en arrivant sur cet épisode. C'était un grand plaisir de vous partager tout cet univers, comment on documente ce voyage et on peut vous dire qu'on ne le regrette absolument pas. Certes, ça prend du temps pendant notre tour du monde, mais quels souvenirs on se crée. Et parfois aussi, ça nous permet même de réaliser tout ce qu'on a vécu. Parce que je vous dis que pendant un voyage de plus de 17 mois, c'est énorme toutes les émotions, les rencontres et les moments qu'on vit. Et pour s'en souvenir dans un seul petit esprit, c'est pas si facile que ça. Alors pouvoir l'ancrer noir sur blanc dans des images, dans des épisodes YouTube, eh bien, rien qu'égoïstement, ça fait super plaisir. Mais en plus de ça, de pouvoir le partager avec vous, notre communauté, les nouvelles personnes qui arrivent, et puis avec nos familles, nos abonnés, eh bien, c'est encore plus énorme parce que la joie, elle se démultiplie. Et puis quand on reçoit des messages qu'on a inspiré d'autres personnes à voyager, ça ne peut nous faire que plus plaisir. Donc, une fois de plus, on vous remercie de nous suivre dans cette aventure. Et puis surtout, si vous êtes nouveau, si vous nous avez découvert avec cette vidéo, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner et puis à découvrir tous nos épisodes. On a encore plein de concepts et d'idées en tête. Au retour à la maison en Suisse, on a plein d'aventures qui se préparent. Donc, restez informés, ça ne fait que continuer. Bien sûr, ce qu'on vous a présenté, c'est notre setup idéal. Le vôtre sera peut-être pas pareil. Il est peut-être d'ailleurs déjà différent. Vous pouvez nous le mettre en commentaire, expliquer qu'est-ce que vous changeriez, qu'est-ce que vous garderiez, les choses auxquelles on n'a pas pensé. Et puis, j'espère surtout que ça pourra aider d'autres personnes à garder un souvenir impérissable de vos aventures à vélo, en rando, en extérieur. Sur ce, on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo ou sur les routes à vélo. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et partager notre contenu. On vous remercie pour le soutien et on se dit à très vite sur les routes du monde à vélo.